Bonjour et bienvenue au podcast Next Level, le podcast qui nous parle de l'aspect mental de la performance. Mon nom est Claude Beaulieu, psychologue, coach, conférencier, animateur de podcast et aussi créateur de contenu. Donc aujourd'hui, j'ai un athlète exceptionnel. C'est quand même incroyable ce qu'il a accompli à l'intérieur de 3 ans. Donc un triple champion national de kickboxing. Un Braillon d'adoption. Donc, il a été au Panaméricain l'année dernière, a obtenu une médaille de bronze. Vous savez que je parle de Joseph Nabong, qui vraiment réussit très bien là, dans son parcours d'athlète amateur. Il a été reconnu aussi champion communautaire par la ville d'Edmundston. Puis aussi dans la Montreal Fighting League, champion athlete l'année dernière. Il se prépare actuellement pour les mondiaux à Abu Dhabi, imaginez-vous donc. Donc, c'est en novembre prochain. Donc, ça va être vraiment intéressant d'entendre cet athlète-là puis de voir où il est rendu dans son parcours. Je vous donne un petit peu un avant-goût. Donc, on parle de quoi, là? On va parler... il nous a parlé, disons, dans ce présent épisode ici, un peu d'où ça vient, ce Nightmare, donc son pseudonyme, puis comment il l'utilise aussi au niveau athlétique, puis au niveau mental, disons. Aussi, on va parler des différents défis qu'il a rencontrés, comment il les a surmontés. On va parler, du stress ou de la peur d'embarquer sur le ring lors de son premier combat. Donc, comment il a géré ça mentalement. Puis, il va nous apporter dans son monde un petit peu de comment ça se passe, les entraînements, comment ça se passe, un combat, disons. Puis aussi, peut-être terminer avec le message qu'il veut partager aux jeunes athlètes de notre région. Fait que, assis-toi bien confortablement, ça va être super intéressant. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 1 du podcast. Donc, on est vraiment, vraiment content, vraiment excité de les avoir avec nous. Donc, vous allez voir tout au long de la saison, on va parler de ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils font pour notre jeunesse. Ils sont présents un peu partout. Je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus à mi-session. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis mieux de tenir tranquille parce que mon invité, c'est tout un combattant. Je vous invite dans son monde, dans sa réalité. On va voir un peu qu'est-ce que ça prend pour être un athlète de niveau national. Puis dans ce cas ici, 3 fois champion. Puis aussi, on va voir un peu, l'aspect mental. C'est quoi le mindset qui est nécessaire? Joseph, bienvenue au podcast. Merci Claude, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis vraiment content, je suis vraiment excité. Écoute, j'ai plein de questions. Puis tu vas voir, ma première question, c'est une question qui me chauffait l'esprit un petit peu. Oui. Pourquoi The Nightmare? Ça vient d'où? C'est quoi ce pseudonyme-là? Alors, The Nightmare, ça m'a été donné par mon coach. Je pense que quand j'ai commencé au départ, j'allais m'entraîner, puis on avait des sparring. J'étais green, je connaissais encore rien. Puis pendant les sparring, j'arrachais la tête à tout le monde. Puis le coach, il me disait j'étais le cauchemar de tout le monde. De tout le monde. Puis personne ne voulait sparer avec moi. Il a fallu que je baisse un peu, puis j'essaye comme d'aller au même rythme que les autres. T'sais. Mais c'est ça, ce sont les erreurs des débutants, puis c'est ça qui m'a valu mon nom de Nightmare. Puis ça fait combien longtemps, Joseph, que tu pratiques le kickboxing? Ça va faire 3 ans que je pratique le kickboxing. J'ai toujours été un amoureux des arts martiaux. Le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai joué au soccer toute ma vie. Depuis que j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'être un professionnel dans le soccer, mais c'est quelque chose qui n'a pas arrivé. Je pense que en étant vieux, peut-être les choses ont changé. Aujourd'hui,
j'ai des ambitions d'aller professionnel dans qu'est-ce que je fais tout de suite, qui est le kickboxing ou les arts martiaux mixtes. Ouais, c'est ça. Fait que le sport a toujours fait partie de ma vie. Puis, les arts martiaux aussi, j'ai toujours pensé que... je me suis tout le temps dit, s'il y avait une salle de sport, s'il y avait quelqu'un qui avait un gym, qui faisait ci, qui faisait ça, c'est sûr que j'irais m'inscrire parce que je voyais les combats à la TV, puis c'est quoi, tout le monde aime ça, c'est excitant, ça me parlait beaucoup, Je suis pas vraiment quelqu'un de violent dans la nature. Généralement, on associe les sports de combat avec des gens qui ont une vie difficile, qui sont violents ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment pas mon cas pour moi. C'était juste quelque chose que je ressentais comme le désir. J'ai tout le temps aimé ça, puis aussitôt que j'ai eu la chance, je me suis lancé. Fait que tu as toujours été un athlète. Ouais. Parle-nous un peu rapidement de ta carrière de soccer, ou ben non, parce que c'était quand même intéressant de voir un petit peu ce côté-là qui est... Nous, on te connaît dans la région beaucoup pour le kickboxing, mais c'est intéressant de voir un petit peu là, qu'est-ce qui est ton parcours d'athlète auparavant, là. Alors, je suis originaire du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays situé au centre de l'Afrique. Le soccer, c'est le sport principal au Cameroun. C'est un sport que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour jouer au soccer. Moi, quand j'étais jeune, on jouait avec une bouteille, puis tu n'avais pas besoin d'habits de soccer. C'est tes jeans, tes chaussures, puis tout le monde botte un petit kick sur la bouteille, puis on faisait ça du soccer. Fait que c'est ça, le soccer, c'est comme le sport principal au Cameroun. J'ai tout le temps joué au soccer depuis que j'étais jeune. Quand j'étais à la Polyvalente, je m'étais inscrit dans un club. À un moment donné, je parlais à mon père, puis je disais je voulais faire partie de ce club-là parce que il nous vendait le rêve, il nous disait qu'ils allaient nous amener au Portugal, puis tout ça. Puis moi, je voyais l'équipe nationale du Cameroun à la TV, c'était un rêve de pouvoir jouer dans cette équipe-là. Mais c'est mon père, lui, c'était plus un père traditionnel. Il faut aller à l'école, il faut finir tes diplômes, avoir un travail traditionnel, docteur, être dans le gouvernement. C'est toutes ces choses que les parents aiment pour leurs enfants. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour finir, le soccer, j'ai tout le temps joué de façon récréative. J'ai pas vraiment... Comme mon père m'a pas vraiment laissé me développer là-dedans. C'était pas quelque chose qu'on pratiquait chez nous. Mais sinon, j'ai tout le temps joué. Quand j'ai voyagé, je suis arrivé au Canada. J'ai joué avec l'équipe de l'université et du pôle. J'ai joué beaucoup de compétitions. On allait à Rivière-du-Loup. On jouait des championnats contre la plupart les collèges du Québec, Matane, La Pocatière. J'ai joué avec l'équipe d'Edmundston. On est allé jouer contre Grand-Sault. On a joué contre Heartland, Woodstock. On est allé à Nakawik. On a remporté la coupe cette année-là en 2017. Fait que le soccer, ça a tout le temps fait partie de moi. J'ai tout le temps aimé ça. Ouais. Je sais que tu es une personne, en tout cas de ce que j'ai vu, je te connais pas beaucoup, mais dans les médias, etc., tu as l'air d'une personne très humble. Mais je te demande quand même la question, est-ce que tu étais bon au soccer? Au soccer, ouais, j'étais bon. Ouais? J'étais bon. Je pense que les autres diraient aussi la même chose. Ouais. J'étais un défenseur. J'étais un défenseur qui faisait beaucoup peur aux gens. J'étais quand même assez imposant. C'était quand même rough un peu, on va dire. OK. Mais ouais, c'est ça. Non, je gardais ma défense. Intense. Puis, ouais, j'étais vraiment très intense. Okay. Moi, chaque game que je jouais, c'était comme un match de Coupe du Monde. C'était toujours sérieux puis très intense. Okay. Même si c'était récréationnel. Peu importe le sport, l'athlète, c'est la même personne. Donc, comment tu transposes, mettons, cette intensité-là au soccer ou ta passion pour le sport du soccer dans le kickboxing? Comment est-ce que tu fais le lien entre ces deux sports-là, disons? Déjà que en jouant au soccer, j'avais déjà cette habilité d'être sérieux puis toujours très intense. Okay. Aussitôt que j'ai commencé le kickboxing, je pense que j'ai gardé le même mindset. C'est ça. Il faut aller dur, il faut être fort, il faut être très très intense. Surtout que les sports de combat, il faut vraiment être intense. C'est un sport
on va voir qui va dominer l'autre. C'est le soccer, c'est un jeu de passe, on joue une balle, mais le sport de combat, c'est vraiment une domination de force. Je suis plus fort que toi, j'ai plus de meilleures techniques que toi, et puis je vais juste assouvir ma domination contre toi, puis tu vas rien faire. Fait que c'est intéressant de voir que peu importe le sport, l'intensité est importante. Et c'est ça. Quand tu as cette intensité-là, tu vas généralement mieux performer. Ouais. Mais la différence entre un sport d'équipe et un sport individuel, parce que là, à la boxe ou au kickboxing, t'es tout seul. T'es tout seul. T'es tout seul dans le ring, ça c'est sûr. Donc, toi, tu as vécu les deux. Peux-tu nous parler juste un peu de cette différence-là entre le sport, mettons, d'équipe et le sport individuel? Alors, dans un sport d'équipe, je veux dire, souvent les défaites sont partagées. Même si des fois on va dire, peut-être le défenseur n'a pas été très bon, il a laissé la balle passer, mais ça, on dira c'est l'équipe qui a perdu. Mais dans un sport individuel, tout repose sur toi. C'est dans un sport d'équipe, tu peux pas te blâmer si le gardien est pas bon. Si vous avez perdu, tu peux pas dire ah non, je suis pas bon parce que le gardien était pas bon. Toi, tu es peut-être bon, tu as peut-être toutes les capacités qu'il faut, mais tu es dans une équipe où tout le monde est certainement pas au même niveau que toi. Mais tandis que dans un sport individuel, ta performance dépend uniquement de toi. C'est sûr que tu as ton coach, tu as tout le monde qui t'entoure, ton équipe, mais tout repose sur toi. Il faudrait que chaque matin, disons pas chaque matin, mais il faudrait que tu t'entraînes, que tu sois rigoureux dans tes entraînements, dans ta façon de manger, ta régularité dans la salle de gym aussi. Donc, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a vraiment pas d'excuses. Quand tu dis tout repose sur toi, c'est un peu ça. T'sais. C'est un peu ça, c'est ça. Il n'y a pas d'excuses. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre à part toi. Fait, je dirais que c'est un peu... Ouais. Écoute, je ne sais pas si les gens savent, mais de réussir ce que tu as accompli dans 3 ans, c'est tout à fait incroyable. C'est incroyable. Mais tu sais, quand tu dis, là, tu dis mon coach et dit The Nightmare, c'est probablement que tu as un talent inné au niveau des arts martiaux parce que de se rendre champion sur une période de 3 ans, triple champion, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Les gens ont une carrière d'arts martiaux, ils vont s'entraîner pendant 10 ans ou avant de réussir à atteindre ces niveaux-là. C'est quand même exceptionnel dans ton cas. Ouais. Jusqu'à présent, je dirais qu'il y a des journées, des fois, je réalise pas que ça fait juste 3 ans que je m'entraîne au kickboxing. Des fois, je suis comme... Peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, mais non. Je me bats contre des gars que... ils font les arts martiaux depuis qu'ils sont jeunes, 10 ans, 15 ans. Moi, il faut aussi souligner que j'ai commencé le sport très tard. Généralement, tu vas commencer à 15 ans, 16 ans, 10 ans. Trop tard, souvent on va dire 20 ans. Moi, j'ai commencé, j'avais 28 ans. 28 ans? Ouais. J'ai commencé, j'avais 28 ans. Je me suis dit, comment ça commence? Je suis d'abord un fan du UFC et tout ça. Je regarde l'UFC beaucoup. Puis ma femme aussi sait que je suis trop fan des sports de combat. Fait tellement que je regardais, c'est même mes vidéos dans mon Facebook, c'était que des sports de combat, c'était que des vidéos de UFC puis tout ça. Même mes amis, des fois on était à quelque part, puis moi je regardais des vidéos de UFC. Eux, ils faisaient d'autres choses. Puis c'était tout le temps ça que je regardais. C'était tout le temps comme, mais toi, t'aimes trop, t'aimes la violence, t'aimes la bagarre. Je suis comme... Si vous avez remarqué, je suis le seul qui se bat jamais lorsqu'on sort. Mais je regarde ça parce que j'aime juste ça. Mm-hmm. Puis un jour, on regarde un combat, puis il y a Francis Ngannou qui gagne la ceinture à l'UFC. Puis tellement j'étais excité, puis je regardais ça, j'étais tellement content pour lui. Puis au moment, ma femme me dit, tu sais que tu pourrais devenir comme eux si tu arrêtais. Au lieu de continuer de les regarder sur ton téléphone, tu pourrais devenir comme eux. Je suis comme... Je pense que t'as peut-être raison. Donc, elle a ouvert une porte. Elle a ouvert une porte. Elle a tout le temps su que j'étais passionné de ça, que j'ai tout le temps aimé ça. Mais j'avais jamais fait le premier pas.
Puis elle m'a dit, écoute, Je trouve ça super inspirant parce que on a tous quelqu'un dans notre vie à un moment donné qui va nous apporter à croire que c'est possible. Je pense que c'était ça le déclic. C'était ça le déclic. Puis même si que moi, personnellement, j'ai tout le temps pensé que c'était possible, tu sais, tu as des doutes pareils. Tu sais, tu te dis, peut-être c'est moi qui suis juste trop fou à penser que je pourrais le faire. Mais le fait de penser que quelqu'un d'autre va croire en toi et te dire, je pense que tu es capable, puis vas-y, je pense que ça a tout changé. Fait comment ça commence? Comme les premiers entraînements, etc. Fait que là, lorsqu'elle me dit ça, en cette période-là, on vivait à Toronto. Mais là, on était sur le point de déménager de Toronto pour revenir sur Edmundston. Là, elle contacte. Elle avait un de ses amis de la polyvalente qui restait ici à Edmundston, Joël. Fait là, elle contacte Joël. Puis là, Joël dit, OK, il n'y a pas de problème. Lorsque vous revenez à Edmundston, ben, venez vous entraîner. Joël, lui, il faisait du jiu-jitsu. OK. Puis, ils avaient une salle de jiu-jitsu brésilien à la salle, non, pas la salle, au centre Maya. Oui. Au centre Maya à Saint-Basile, ça s'appelle Victory Jiu-Jitsu. Oui. Fait que j'ai été au Victory, j'ai commencé mes premiers pas en Jiu-Jitsu. C'était comme ça que ça a commencé, fait que j'allais là tout le temps. Après, au bout de 3-4 mois, j'ai été faire ma première compétition de Jiu-Jitsu. J'étais pas le meilleur, mais je me suis dit, je vais m'essayer, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis j'ai eu 3 combats de Jiu-Jitsu. J'ai perdu mon premier combat, l'adversaire m'a gagné par des points. Mon deuxième combat, je l'ai gagné par des points. Le troisième combat, j'étais en train de gagner. J'ai fait un mouvement qui, vraiment, je dis, c'était un mouvement stupide. Mais écoute, c'était mes débuts, fait que je ne veux pas trop me tenir rigueur, mais fait que c'est ça, le gars, il m'a gagné. Fait que ma première compétition, ça m'a ouvert encore l'esprit de me dire, c'est peut-être possible. c'est peut-être possible. Tu peux y aller. C'était pas le résultat que tu voulais, une fois de plus, mais continue de travailler. Un jour, tu vas y arriver. Ben, parle-nous de ton mindset un petit peu, puis on pourra continuer dans cette direction-là, de voir la suite, mais de voir... Parce qu'il y a des athlètes que, mettons, ils vont passer à travers ce que tu as passé, puis ils vont dire « Ah non, comme je suis pas assez bon », ou tu sais, comme... Mais qu'est-ce qui est ton mindset, tu sais, toi, de dire « Ben écoute, je n'ai perdu une, je n'ai gagné une, j'ai fait un mauvais move. » Qu'est-ce qui était ton mindset pour gérer ça, disons? Je me suis dit, t'es nouveau à la discipline, tu peux pas te tenir rigueur alors que t'as jamais fait ça de ta vie. Fait que tu te donnes la permission d'être un apprenant. D'être un apprenant, c'est ça. Et je pense que c'est l'une des plus grosses qualités que tu peux avoir si tu veux apprendre quelque chose. Il faut vraiment être humble. Faut pas te dire que du premier coup, ça peut arriver que du premier coup, tu réussisses. Ça arrive, il y a des génies dans tout. Mais donne-toi la chance d'apprendre. Tu peux tomber une fois, tu peux tomber 2 fois, 3 fois, 4 fois. On continue. Intéressant. Donc là, on passe du jiu-jitsu. À quel moment on passe du jiu-jitsu vers le kickboxing? Alors, quand je m'inscris au jiu-jitsu, c'est parce que j'avais déjà en tête dans mon mindset, c'était de faire du MMA. Okay. Je voulais faire du MMA. Ça faisait partie, mettons, des skills. Exactement. Fait, je me suis dit, OK, ils n'ont peut-être pas de kickboxing, ils n'ont peut-être pas de Muay Thai, c'est du Jiu-Jitsu, ça fait partie des atouts que tu as besoin pour faire du MMA. Fait que je vais commencer par là. Fait que là, j'ai commencé au Jiu-Jitsu. 2, 3, 4 mois, 5 mois. Puis là, j'entends parler d'une nouvelle salle de kickboxing qui a ouvert dans la ville. Fait là, je demande des informations, puis je vais là, une fois de plus, je vais encore avec ma femme. Elle me supportait toujours dans ma quête de vouloir devenir qui ce que je voulais être. Fait que j'arrive à la salle de kickboxing, je rencontre le coach. Il me demande, est-ce que tu veux faire des combats? Je pouvais même pas dire oui. J'étais comme... je voulais même pas dire que oui, je veux faire des combats. Je voulais comme garder ça un peu lourd pour pas comme venir puis prétendre que je veux être champion, je veux être ceci. J'étais comme... On ne sait jamais, peut-être à un moment donné. Puis ma femme est comme, ah oui, il veut faire des combats, il est tout le temps en train de s'entraîner à la maison. Puis là, je suis comme, ouais, ça m'intéresserait bien de faire des combats. Fait que là, il me donne le programme puis tout ça. Je commence à m'entraîner à la salle de kickboxing. Puis après, je pense qu'au bout
au bout, pareil, 4 mois, parce que je commence à m'entraîner au mois de septembre. Puis janvier, j'avais mon premier combat de kickboxing. Là, on a découvert le Nightmare. Là, on a découvert le Nightmare. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai découvert le Nightmare. Donc, tu m'as donné une volée. Non. Il y avait un open class. OK. Puis, j'ai fait du karaté longtemps, du karaté traditionnel. Ouais. Puis, ça faisait peut-être une vingtaine d'années que je n'avais pas fait, mais là, je disais, peut-être bien que je pourrais me remettre. Ouais. Donc, je vais à cette classe-là, open class. Puis là, un moment donné, on était en combat ensemble. OK. Puis là, j'étais pas en forme. Ça demande vraiment beaucoup de cardio. Ça demande beaucoup de cardio. Donc là, on faisait des combats sur rotation. C'est là. ça, ouais. J'avais envie de vomir. Puis, tu sais, je dois dire aux gens que, tu sais, tu as plein de belles qualités dans le sens où, même si tu étais plus talentueux, même si tu étais plus en forme, il y avait un grand respect. Tu sais, j'ai senti que, tu sais, comme, tu aurais pu m'anéantir, mais tu y allais avec le niveau de la personne qui était avec toi. Ouais. Puis, tu sais, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais j'ai vu rapidement, parce qu'à ce moment-là, je savais pas que tu allais être triple champion, mais j'ai vu rapidement que tu avais des qualités. Tu avais des belles qualités, là, tu sais. C'est... Déjà, tu sais, sparring, c'est quand tu as la possibilité d'avoir un partenaire, c'est bien d'en prendre soin. Je sais que je le dis, mais mes partenaires, quand ils vont écouter le podcast, ils vont être comme « Non, t'en prends pas soin de tes partenaires. » Ben, il y a une réalité. Si on veut s'améliorer, il faut quand même avoir une certaine intensité. Exactement. Mais j'ai déjà vu des classes à certains endroits où la personne son ego prenait avantage de démontrer sa force. Puis venait, mettons... désagréable, un peu méchant, Une personne qui y va pour une première fois. Non, ça c'est pas... Fait que, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'avais vraiment apprécié là, ton attitude ou ta façon d'être. Puis ça m'a toujours resté, même si j'ai mangé une volée. Ça fait plaisir, mais écoute, je pense que c'est la meilleure façon de retenir les gens aussi. C'est quand tu as un club de boxe ou un club d'arts martiaux. Si tu veux pas frustrer les gens dès la première... Donne-leur une chance de se dire, OK, je suis débutant, parce que même moi, si j'étais allé à la salle de gym, qu'un ancien m'aurait foutu une volée, c'est ce peu que je ne serais jamais revenu. Mm-hmm. Je me serais dit, non, c'est pas ma place. Fait que c'est tout en bon de donner de la chance à tout le monde. Pour atteindre le niveau que tu as atteint, au niveau national, puis là, je sais que tu te prépares pour les niveaux internationaux, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande beaucoup de discipline. Tu as sûrement rencontré des obstacles en cours de route. Est-ce que tu veux nous parler de ça, de dire quels sont les obstacles que tu as rencontrés, puis peut-être nous parler aussi de comment tu as réussi à surmonter ces obstacles-là? En parlant d'obstacles, il y en a beaucoup, mais il faut que je trouve c'est des situations spécifiques. C'est sûr que c'est pas toujours évident. C'est un sport qui est quand même assez compliqué de façon physique, comme sur le corps. Je pense pas que le corps humain est fait pour absorber qu'est-ce qu'on absorbe en termes de dommages physiques. C'est des entraînements intensifs. Je pense pas qu'on est fait pour ça, mais bon, écoute, on passe à travers, on le fait pareil parce que c'est un sport, puis on aime ça. Je dirais les premiers obstacles seront peut-être du côté physique un peu. C'est des blessures, que tu vas avoir une blessure qui va peut-être freiner ton entraînement pendant une certaine période. Comme moi, après ma première année, je m'étais comme disloqué l'épaule en faisant du jiu-jitsu. C'était pas de fait intentionnel, je suis tombé mal sur mon épaule, puis ça m'a comme disloqué l'épaule. C'est ça, c'est des blessures comme souvent que tu vas traîner avec le temps, puis ça ralentit ton processus. Ça peut être frustrant. C'est frustrant. Mais comment toi, tu sais, parce que c'est intéressant de voir dans différents sports, un peu, puis différents athlètes, le mindset de, bon, OK, quand j'ai un obstacle ou quand j'ai une blessure, comment je gère ça pour
que ça me nuise pas dans ma progression, tu sais, ou c'est quoi la bonne attitude à avoir face à une blessure, par exemple? Généralement, moi, j'essaie de me dire, ça fait partie, il y a beaucoup de vidéos, souvent les gens disent embrace the pain. Mm-hmm. C'est comme, pour moi, la douleur fait partie intégrante de ce que je fais. Fait que j'essaie de ne pas me limiter à la douleur. Je me dis, oui, j'ai peut-être mal, mais ça fait partie de ça. Il faut que tu endures ton mal. Fait qu'il y a un certain niveau d'acceptation. D'acceptation, ouais. Faut que tu acceptes ton sort. Si tu résistes, ou si, mettons, tu blâmes, ou tu risques de rester coincé. Tu risques de rester coincé. Tu risques que, certainement, à un moment donné, de te dire, je suis peut-être pas fait pour ça. Pendant les nationaux, j'avais... Avant le combat, j'ai attrapé une grippe dans la nuit. Une grosse grippe, je grelottais, puis tout ça. Il fallait que je me réveille, j'apprends des médicaments chez mon coéquipier. Puis après mon premier combat, j'avais la jambe finie. Tu sais, j'avais comme une grosse bosse au-dessus de mon tibia. C'est mais j'avais encore 2 combats qu'il fallait que je passe à travers. C'est après avec cette bosse-là. Avec cette bosse-là, c'est quand on est rentré dans l'hôtel, je marchais, je boitinais comme un handicapé, puis tout ça. Mais le lendemain matin, il fallait se battre. Il fallait se dire, t'as un autre combat, t'as juste passé la première étape des nationaux. Si tu veux vraiment gagner, il faut que tu te dises que t'es en shape. Puis là, mon deuxième combat, j'avais mon ami avec moi, Durand, c'était aussi un coéquipier qui s'est battu aussi pendant cette période-là. Fait qu'il m'a tapé mon tibia, puis il m'a tout massé, puis tout ça. J'ai fait mon deuxième combat, j'ai gagné par KO. Encore même chose, je suis rentré à la maison, puis j'étais comme sur des béquilles, puis je boitinais, puis je pouvais pas marcher dessus. Je dors, je prends des médicaments, je prends des magnésiums. Puis là, le lendemain, il faut la finale. Je vois mon adversaire, il a démonté son adversaire en 2-3 secondes. Je suis comme, oh. Puis là, j'ai mal à la jambe. Comment est-ce que je fais pour me battre contre lui? Donc ça arrive des moments où tu doutes un peu. Tu doutes. Ça arrive que tu vas douter. Tu te dis, OK, là, j'ai mal à l'orteil. Là, j'ai mal à mon tibia qui est tout fucké. Comment je fais ça? Mais je me dis, écoute, ça se peut que lui aussi, il a un bobo, qui sait? Okay. C'est, ou même si qu'il n'en a pas de bobo, je ne ferai pas croire que j'ai un bobo. Parce que s'il sait que j'ai de quoi qui ne va pas bien, c'est là que... Fait que là, il y a un jeu psychologique. Il y a un jeu psychologique. Tu fais croire que tu es top shape, puis tu es prêt pour y aller. Puis, dernier combat, c'est ça n'a même pas duré 15 secondes. Je ne voulais pas aller trop loin dans le combat. Je n'ai pas choisi que ça arrive comme ça. Ça arrivait comme je n'avais pas planifié, mais les choses se sont passées telles que... Est-ce que tu dirais que parfois le cerveau, là, on se met nos propres limites? Fait que là, on se dit, j'ai une blessure. Tu sais, est-ce que... Puis finalement, ça a super bien été. Oui. Mais des fois, on anticipe ou on se crée une certaine réalité qui n'est pas la vraie réalité. C'est vrai. Fait que dans le fond, de juste dire, je vais donner ce que j'ai à donner, puis on verra comment ça se passe, puis finalement... Puis ça a tout bien été, puis j'étais vraiment content que comme tout s'est déroulé de cette façon-là, comme il n'y aurait pas eu un meilleur scénario que ça. C'est intéressant de voir, tantôt avant le début du podcast, on jasait un petit peu, puis tu parlais d'imprévus, tu sais. Ouais. Donc des fois, tu te prépares pour un athlète, finalement, il y a une blessure ou peu importe. Là, tu te dis... des fois, c'est la grippe ou des fois, c'est une blessure au tibia. Ouais. Des choses qu'on n'a pas anticipées, puis là, il faut coper ou faire avec. Ouais. Comment ça se passe dans ta tête quand tu te prépares pour un athlète, puis finalement, dernière minute, ils te disent, ben finalement, tu ne combattras pas cet athlète-là, puis tu changes de catégorie ou tu bats un autre athlète. Comment tu gères ça, cette imprévisibilité-là? La Fondation Aile en Jeunesse offre des bourses d'études pour encourager les jeunes de la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick à poursuivre leurs études postsecondaires, et ça, que ce soit au niveau collégial ou universitaire. On a 4 différents types de bourses,
Donc, on a la bourse Premier Élan, donc 3 fois 1500 $. Et puis ça, c'est pour les gens de la 12e année qui vont initier pour la première fois des études collégiales ou universitaires. On a ensuite Mon Élan se poursuit, donc 4 bourses de 3000 $ pour des gens qui sont déjà étudiants au niveau collégial ou universitaire et qui vont poursuivre leur étude. On a Élan CCNB, donc une bourse de 1500 $ pour des gens qui vont entreprendre des études au collège communautaire. Puis on a finalement une dernière catégorie de bourse qui est Élan de persévérance, donc une fois 3000 $ pour les gens qui vont avoir une situation particulière et qui vont, par exemple, faire un retour aux études après une pause. Donc, on a toujours du 1er avril au 15 mai pour remplir le formulaire en ligne. Vous pouvez vous rendre sur élanjeunesse.com pour soumettre votre candidature. Et puis, comme vous pouvez voir, on a eu déjà plusieurs boursiers. Donc, merci Élan Jeunesse. Merci de supporter le podcast Next Level. Fait que ça aussi, je dirais que ça va avec ta façon dont tu t'entraînes. C'est la raison pour laquelle, tu vois, j'aime être intense. Quand je m'entraîne, je suis vraiment sérieux, je suis intense parce que je me dis, je sais jamais qui je vais rencontrer comme athlète. Je sais pas, dis-toi que... Tu es prêt à tout dans le fond. Oui, il faut être prêt à tout. Dis-toi que ton adversaire, ou du moins ton futur adversaire de son bord, il doit certainement faire la même chose que toi ou bien plus que toi. Fait que moi, je vais avec ce mindset-là de toujours faire plus pour être prêt à toute éventualité parce que tu ne peux pas donner de chance à personne. Je pense que ça s'applique à n'importe quel sport. À n'importe quel sport, oui. D'avoir cette philosophie-là. Justement, en parlant de philosophie, est-ce que toi, tu as une certaine philosophie? Ben, je pense que tu nous en parles un petit peu là, mais est-ce que tu as, je sais pas, une citation qui t'inspire ou un motto là, de dire ça me drive, là, Ouais. ce genre de... J'aime bien la citation venant de Mohamed Ali qui dit You never lose, you just learn. Je pense non, c'est plus de Nelson Mandela. You never lose, you just learn. OK. Fait que j'aime ce mindset-là parce que même dans la défaite, tu apprends quelque chose. Tu apprends tout le temps. Puis mes défaites que j'ai eues dans mes derniers combats, ou du moins depuis le début de ma carrière, j'ai tout le temps appris de quoi de nouveau, que ce soit quelque chose me concernant personnellement ou bien une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de peut-être m'entraîner. Il y a toujours une porte qui s'ouvre après une défaite. Tu te dis, OK, pourquoi j'ai perdu? Est-ce que j'ai pourtant fait les choses comme il fallait? Mais pourquoi ça allait arriver? Tu te poses des questions, tu te remets en question toi-même. Puis des fois, ça va te mener à des choses, tu vas te dire, ah, OK. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais en psychologie sportive, on parle beaucoup de fixed mindset et de growth mindset. Tu sais, tu as beaucoup de succès, tu t'entraînes fort, tu as peut-être du talent aussi inné un peu, mais possiblement ton aspect mental aussi. Tu tombes vraiment dans le growth mindset, où tu as cette philosophie-là de vraiment dire, OK, on apprend toujours, puis on se développe toujours, puis ta façon de voir les choses probablement t'aide aussi à être au sommet de ta discipline. Non? Je pense que oui. Comme tu l'as dit, le growth mindset, tu as besoin toujours comme de voir... faut pas rester focalisé sur... Qu'est-ce qui t'arrive? Je pense que on doit tout le temps aller voir au-delà de ça. OK, si ça m'est arrivé, peut-être c'est pour X raisons. Il ne faut pas tout le temps se lamenter ou bien trouver des excuses, comme on disait tantôt. Je pense que c'est... Quand tu as ce style de mindset-là, tu ne restes pas limité sur quelque chose. Tu essaies tout le temps de te développer plus. Trouver tout le temps quelque chose qui va développer ta personne, développer l'aspect positif, de voir les choses le plus positivement possible. J'aime bien la pensée positive. Ben ça se reflète, en tout cas, c'est vraiment intéressant. J'écoutais une entrevue de Georges Saint-Pierre, puis il disait qu'avant chaque combat, il y avait la trouille, il y avait peur. Tu
sais, parce que c'est quand même intense, c'est physique. Ouais. T'as, j'imagine, des réactions physiologiques on dit fight or flight, là, tu sais, de dire, ben, il y a un danger qui est là, tu sais. Comment toi, tu gères ça, cet aspect-là, de dire l'adrénaline ou peut-être la peur ou par rapport à quelqu'un qui il veut gagner, puis pour gagner, il faut qu'il te knock out, tu sais. Écoute, quand j'ai fait mon premier combat, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me disais, OK, je vais avoir une compétition, je vais me battre contre quelqu'un, OK. Si j'arrive là, c'est sûr que je commençais à ressentir un peu, comment je vais dire, du stress, on va dire. Mm-hmm. Mais le vrai stress a commencé quand j'ai rencontré mon adversaire. Si on est arrivé au gala, mon équipe et moi, on était ressortis du vestiaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait été faire. Puis en revenant dans le vestiaire, je rencontre mon adversaire. Il m'attendait dans mon vestiaire, rien à la porte. Puis dès que j'arrive, il me dit Joseph, je dis ouais. Il me dit OK, enchanté de te reconnaître, puis bonne chance. Là, je suis comme oh, OK. Tu viens m'attendre dans mon vestiaire, puis tu me souhaites bonne chance. Ça veut dire que ça va barder. Là, c'est comme. Là, je commence à avoir des sueurs froids. Là, je suis comme oh, OK. Là, je suis dans la merde. Là, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je fais? Mais je peux pas montrer à mon équipe que j'ai peur. Je peux pas. Donc ça se passe tout dans ta tête. Tout ça, c'est dans ma tête. Puis là, je commence à penser, OK, qu'est-ce que je fais? Comment ma femme était avec moi, il y avait toutes ses amies avec elle qui étaient venues. J'avais mes amis, puis la fête. Je travaillais au casino pendant ce combat-là. Puis le casino, à chaque fois, il montrait mes combats à l'intérieur du casino, devant tout le monde. Puis là, je pense à quoi je suis comme, mais là, il y a tout le monde, il y a tous mes collègues qui regardent mon combat, puis tout ça. Je ne peux pas avoir peur. Vas-y. Puis, écoute, c'est un homme comme toi, puis c'est qui va se passer. OK. Donc là, tu as utilisé des stratégies. Ouais. Tu as dit, ben, peut-être que lui aussi a peur. Ouais. C'est un homme comme un autre. Ouais. Tu sais, Mais, là, honnêtement, c'est une peur que... C'est après mon premier combat, je suis allé dans le ring, puis tout ça, puis ça a vraiment bien été. J'ai gagné mon combat en moins de 40 secondes. C'était vraiment impressionnant, mais après chaque combat, j'avais toujours cette même peur. Tu sais, je me disais, OK, j'ai gagné l'autre. Ça veut dire que je peux avoir de la confiance, mais à chaque fois que j'avais un nouvel adversaire, je sentais tout le temps cette peur-là. Est-ce que c'est bon le doute? Tu sais, parce qu'à quelque part, quand tu doutes, ça te pousse à faire l'extra, là. Ouais, tu sais? Ouais. Tu sais, moi, dans tous les événements que j'ai faits, Ouais. la préparation, j'ai tout le temps douté. Tu sais, il y a Toujours. toujours un moment où tu dis « Je vais-tu réussir? » tu sais. Puis moi, je vois ça comme le doute comme c'est une bonne chose. Ça veut dire que je sors de ma zone de confort. Ça veut dire que je fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu sais. Avant chaque combat, tu visualises toujours toutes sortes de scénarios dans ta tête. Tu vas avoir des scénarios où c'est toi qui gagne, pas KO, ou bien... Tu te fais tellement de scénarios dans ta tête, mais il y a aussi un scénario où tu te fais peut-être knocker, où tu perds certainement le combat. Il y a toujours... C'est pas un scénario qui est inexistant. C'est là. Il faut tout le temps que tu te dises, si ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si ça ne se passe pas comme moi j'ai prévu? Moi, j'ai prévu que je vais là, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Mais si j'arrive là et que je fais ça, ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est là que le doute vient comme combler quelque chose. Tu te dis, OK, j'avais pas pensé à ça. Si que ça ne se passe pas bien, c'est quoi la suite? Fait que là, tu peux planifier un peu à l'avance. Tu planifies d'avance un peu. Tu te dis, OK, il y a cette zone d'ombre là que je maîtrise pas trop. Là, tu commences à y penser. Okay. Fait que je pense que... Pour arriver le plus près possible. Pour arriver le plus près possible. Ça se peut que tu arrives là, puis ça se passe pas toujours comme tu veux. Mais je pense que c'est une bonne façon d'appréhender le combat bien avant le combat. Comment ça se passe au niveau de la confiance? Parce que la confiance chez un athlète, ça peut varier. Oui. Puis même dans une carrière ou dans une certaine période, on peut avoir des variations. Toi,
Comment ça se passe? Comment tu arrives, disons, à avoir ta confiance maximum ou à maintenir ta confiance? Moi, honnêtement, ma confiance, ça vient de ma façon de m'entraîner. OK. Si je remarque que mon entraînement n'a pas été au niveau, c'est sûr que je vais avoir des doutes. Mais lorsque je suis confiant par qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement, que je sais qu'il n'y a pas, il y a pas de doute, il n'y a pas de faille dans qu'est-ce que j'ai fait. J'ai suivi tout ce qu'il fallait faire. Je me suis entraîné matin, soir, le nombre de fois qu'il fallait, avec l'intensité qu'il fallait. Pour moi, je me dis, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il y a pas moyen que... Showtime. Ouais. Puis j'écoutais un reportage de Michael Phelps, puis il disait « Faut que je coche toutes les boîtes. Ouais. Quand toutes les boîtes sont cochées, c'est fini. Ouais. C'est performance. Ouais. Parce que si tu te dis « Ah non, j'ai pas assez couru, je pense que mon cardio est pas trop bon. Là, déjà, tu commences à... C'est sûr que tu commences à perdre des points dans le combat. Ou tu te dis, ça se peut que mon adversaire est peut-être plus fort que moi parce que j'ai pas tourné avec des adversaires aussi forts. C'est encore là, tu te dis, ok, peut-être il est meilleur que moi. Mais quand tu sais que c'est pendant les sparring, tu fais des sparring contre des gars de qualité avec qui tu peux tenir, tu te dis, ok, si je tiens avec lui, admettons, lui par exemple, si quelqu'un est dans le gym qui tient un sparring avec moi, puis dit, lui c'est un triple champion national, puis pendant le sparring, je suis capable de le tenir dans un round, pourquoi est-ce que toi tu vas me gagner? Fait que c'est d'arriver à dire je suis prêt. Je suis prêt. Ouais. J'ai fait le travail nécessaire. Ouais. Je suis prêt. En parlant de ça, honnêtement, avant mon premier combat de kickboxing, j'avais fait un sparring avec un gars. Lui, il avait déjà une carrière professionnelle en boxe. Fait qu'un jour, il vient à la salle de kickboxing, puis tout ça, il vient s'entraîner avec nous. Puis là, on a un sparring, comme on a eu toi et moi. Puis pendant le sparring commence tout doux, mais là, boum, l'intensité. Puis moi, dans ma tête, je sais que c'est un ancien professionnel. Puis tout le monde sait que c'est un ancien professionnel. Puis là, tout le monde est comme, oh, ok, avec cette intensité, lui, c'est un ancien pro, Joe vient juste de commencer, comment ça va se passer? Puis je pense que tellement je l'ai bien maîtrisé, même mon coach, il était tellement surpris de la manière dont le sparring avait été. Puis il était comme, je pense qu'il était prêt pour un nouveau combat. Puis ça m'a beaucoup donné de la confiance. Je me suis dit, ah, ok, ça fait juste 3 mois que je commence. Je suis capable de tenir contre un ancien professionnel. Ça veut dire que je pense que je suis sur la bonne voie. J'aimerais que tu nous apportes, là, dans ce momentum-là d'embarquer pas sur scène, mais dans le ring. Puis tu dis, OK, là, il y a la pesée, il y a, tu sais, un peu les étapes. Se rendre sur le ring quand la cloche sonne. Apporte-nous un petit peu là, dans l'expérience de comment ça se passe. OK. Fait que, là encore, ça dépend parce que vu que je fais plusieurs disciplines en même temps, MMA par exemple, lorsque je fais des compétitions de MMA, généralement la pesée c'est comme une journée à l'avance. Tu t'entraînes, tu essayes de te préparer le combat le mieux possible que tu peux. Une semaine avant le combat, tu commences à visualiser, tu commences à te dire, tu commences à voir les petits scénarios dans ta tête, comment est-ce que le combat va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Tu essaies de faire un check-up toi-même, tu te dis, ok, j'ai pas de bobo, j'ai pas rien qui va me faire penser, qui va me faire second guess, ok, si je vais donner un kick, peut-être je vais pas donner un kick trop fort parce que j'ai mal à l'orteil. Tu t'analyses toi-même personnellement, puis la plus grosse partie aussi avant le combat, c'est la coupure du poids. Il faut que tu aies bien mangé à l'avance. Parce que des fois, il faut perdre du poids. Des fois, il faut perdre du poids, c'est ça. Fait moi, généralement, ça arrive. Moi, ma coupure du poids, j'ai vraiment pas trop de problèmes parce que je connais mon corps quand même assez bien. Je connais les limites que je peux pas trop me donner en termes de poids. Je sais que 10-12 livres, c'est le maximum pour moi.
Puis je sais que je suis capable de le faire en comme une journée, puis je suis bon. Fait que déjà, dans ce côté-là, c'est quelque chose que je stresse pas beaucoup avec ça parce que je maîtrise quand même mon corps mieux. Puis, mais c'est l'un des problèmes pour beaucoup d'athlètes parce que perdre du poids, c'est vraiment mental. Moi, j'ai été au Paname avec un de mes coéquipiers à Team Canada, puis il coupait du poids la veille de son combat. Puis le jour de son combat, il n'a pas pu performer comme il fallait. Il était déshydraté, il était fatigué. Puis mentalement aussi, il était d'abord stressé parce que si il ne faisait pas le poids, il allait se faire disqualifier de la compétition. C'est déjà là, tu te dis, tu as fait tout ce chemin-là. Puis, Ben, c'est une réalité quand même intéressante de voir que c'est quand même un défi, là, perdre 10 livres. C'est un très gros défi. Je dirais, c'est le premier combat de tous les athlètes, le poids. Puis ensuite, après le poids, c'est ton jour du combat. C'est moi, généralement, j'essaie de me dire que je vais prendre un somme dans la journée, mais impossible. L'adrénaline. Impossible. C'est tu dors, tu tournes de l'autre bord, tu penses que tu vas avoir du sommeil, puis tu n'as jamais de sommeil. Tu ne fais que penser au combat, tu as des papillons dans le ventre. Tu penses juste à ton adversaire, tu penses juste au combat, qu'est-ce qui va se passer, les scénarios tournent dans ta tête. Puis généralement, tu es assis comme ça, comme toi puis moi, avec des gens, puis tout ça se passe dans ta tête, puis les gens autour de toi, ils ne savent même pas. Je suis avec peut-être ma femme, mon fils, puis je joue avec lui. Je joue avec lui pour essayer de ne pas rester trop longtemps là-dedans, parce qu'à un moment donné aussi, ça peut donner un down. Oui, c'est bon d'y penser, mais il ne faut pas trop y penser. Si on prend juste 30 secondes, là, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit, là, la journée du combat? Qu'est-ce qui se dit dans cette tête-là, tu sais? Tu vas-tu gagner? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, peut-être t'as vu ton adversaire, il est peut-être grand, il est comme ceci. Puis là, tu te fais des scénarios. Ok, il est peut-être plus grand que moi. Est-ce qu'il va-tu utiliser son reach? Est-ce qu'il va-tu utiliser telle chose? Donc là, tu sais, t'as toutes ces questions-là qui se passent dans ta tête. Tu sais, t'essaies de faire un combat qui n'est même pas encore là. Ça, c'est la nature humaine, là. Ouais. Tu veux tout de suite, mais parce que tu n'arrives pas à attendre le moment venu. Est-ce que toi, tu as une routine de dire tant de temps avant, je fais telle chose, puis j'essaie de garder toujours un peu la même routine? T'as-tu comme une structure ou tu prends ça comme ça vient, puis chaque fois, c'est différent? Souvent, chaque fois, c'est différent. C'est sûr que ma routine, j'ai ma musique, qu'est-ce que j'écoute. Okay. Généralement, pour me canaliser aussi, j'écoute beaucoup soit j'écoute des podcasts d'autres athlètes, comment est-ce qu'ils passent à travers des situations comme ça. Ça me permet de me dire, ok, si je pense que ça veut dire que beaucoup de personnes passent à travers la même chose, je ne suis pas le seul, c'est normal. Ou j'écoute des speeches de motivation, des musiques de motivation. Puis, ça te permet de te mettre exactement, au bon niveau. Puis j'ai entendu un athlète une fois dire que tu puises ta force dans la douleur. Puis je pense que ça aussi, ça me parle des fois. J'écoute de la musique mélancolique. Puis ça me met vraiment dans cet état-là où je me dis, ok, je pense que ça transforme carrément ta personne. Puis c'est comme ça que tu es prêt de... Ta routine à toi, là, tu arrives à aller chercher des émotions, tu arrives à aller chercher de la motivation, puis finalement, ça te place au bon endroit. Au bon endroit, puis tu dis, OK, je commence ce combat, je suis prêt. Okay. Mon mindset, c'est allons chercher la victoire, puis... Je sais que tu as différentes disciplines, mais est-ce que, bon, il y a, comme on voit à la télévision, là, une marche avec une musique pour se rendre au ring? Généralement, j'ai fait beaucoup de main events. Comme, je suis tout le temps comme le dernier combat vers la fin. Et justement, mes musiques aussi, c'est souvent des musiques un peu mélancoliques, un peu douces. J'ai entré sur une fois Ave Maria. Oui. J'ai rentré sur Indila, c'est une musique très douce.
C'est de musique que ça me met vraiment dans le contexte que j'ai envie, où j'ai envie d'être. Puis c'est let's go. Souvent, là, en psychologie sportive, on parle de la zone. Ouais. Donc, les athlètes rentrent dans la zone. Ouais. Puis là, tout devient un peu automatique. Ouais. Le corps répond. Le corps répond normalement. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça, cette zone-là? Écoute, en tant qu'athlète, t'as pas le choix. On dirait que ça se fait presque automatique. Tu sais que tu t'en vas vers quelque chose qui est quand même assez... C'est quand même dangereux, le sport de combat. C'est la raison pour laquelle on ressent toutes ces émotions-là. Oui, j'ai déjà eu ces émotions quand je jouais du soccer. Tu joues contre une équipe, tu sais qu'elle est assez forte. Mais tu ne ressens pas la même émotion quand tu t'en vas combattre. Tu te dis, je pourrais perdre ma vie là-dedans en faisant ça. C'est plus... De base, c'est plus viscéral un peu plus. Exactement. Fait que c'est plus facile d'entrer justement dans cette zone et te dire, OK, il faut que je sois là pour être capable de mettre toutes mes forces à la même place et être capable de les utiliser au moment venu. Tu dis, OK, faut que je contrôle ma respiration pour mieux gérer mon cardio. Des fois, ça t'arrive que tu commences à avoir des fourmis dans les pieds quand tu entres dans le ring. Des fois, tu vois des combattants qui vont se frapper sur les pieds. C'est parce que ça ne répond plus, les pieds. Là. Ça, c'est l'adrénaline. Ça, c'est l'adrénaline. Là. Tu arrives là, puis c'est comme... On dirait que tu shakes, là. Tu sens plus tes jambes, tu sens plus ton corps. J'imagine la respiration. Quand tu es trop stressé, ben là, ta respiration est courte. Ben oui. Donc là, tu as moins de... T'as moins... Tu sais, il faut que tu puisses gérer ta façon de respirer. Pendant un gala, j'avais un ami que j'avais amené à un gala. Mais c'est pas un ami, c'était un coéquipier avec qui on s'entraînait. Fait qu'avant son combat, je lui ai donné 2 claques dans le dos. Très fort. Puis ça l'a vraiment très énervé avant le combat. Fait quand il a été dans le ring, il était déjà comme très déstabilisé. énervé. Oui. Mais pas déstabilisé, mais comme il était déjà sur les nerfs. Il était comme craqué, là. Okay. C'est déjà les 2 baffes, là, ça l'a comme réveillé. Il était comme, oh, ça a pincé, ça fait mal. Mais quand il est arrivé dans le ring, c'était un autre gars, là. Puis il a défoncé son adversaire, puis c'est ça. Ça l'a triggeré, positivement. Positivement, oui. Exactement. Tu me fais penser à quelque chose, puis ça fait depuis tantôt je pense à ça, puis je voulais te poser la question. The Nightmare, c'est un pseudonyme. Oui. Beaucoup d'athlètes vont utiliser un alter ego qu'on appelle. Oui. Donc, je pense à Kobe Bryant qui utilisait Black Mamba. Oui. Puis, c'est comme s'il devenait une autre personne. Donc, il y a la personne qui est le père de famille, le travaillant, le gens de la communauté. Oui. Puis, il y a le combattant ou le sportif qui est intense. Est-ce que toi, de Nightmare, il y a cette stratégie-là ou c'est plus juste un nom que ton coach t'a donné ou est-ce que tu utilises vraiment cette stratégie-là de dire « je deviens le Nightmare dans mes combats ». J'ai pas le choix de devenir le Nightmare. Aussitôt que j'entre dans la cage, je me dis... Les gens voient mes combats, les gens savent que je suis des Nightmares ou whatever. Mais j'essaye vraiment d'impersonner ces personnages-là, de me dire, OK, The Nightmare, c'est un gars qui donne des chaos, c'est un gars qui est électrifiant, qui est explosif. Fait que quand tu rentres dans le ring, il faut que tu sois comme... Ben, c'est vraiment intéressant. J'utilise, en psychologie sportive, j'utilise ça avec certains athlètes, puis je me posais la question si toi, mais tu sais, tout ce que tu dis... C'est des choses que je vais enseigner, genre, ça fait que c'est vraiment intéressant de voir que tu mets déjà en application. Parce que c'est comme quelqu'un, admettons, qui s'appelle, je sais pas, Iron Fist. C'est parce que dans sa tête, il sait qu'il a des mains de fer. Dans un combat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ses poings d'acier pour... Puis tu l'as dit au début du podcast, tu as dit « je suis pas un gars violent ». Oui. Puis là, tu as dit, il y a d'autres personnes qui ont eu une enfance difficile ou des choses comme ça. Ouais. Mais quand tu es le Nightmare, tu es cet individu-là qui va être intense, qui va tout donner, qui va... Puis dans la vie en général, ben,
T'es Joseph. Je suis Joseph. Puis, beaucoup de monde ont la difficulté souvent à se dire que Joseph, il fait des sports de combat. Si je travaille au casino, c'est beaucoup de monde ils me voyaient là en tant que juste un jeune homme normal. Puis jusqu'à ce qu'ils commencent à voir mes combats à la télé, puis j'étais comme, ah ouais, c'est toi, tu fais des sports de combat? T'as vraiment pas la personnalité agressive. Comme je le dis encore, c'est parce que j'ai toujours eu ce caractère déjà bienveillant avec les gens, souriant, toujours prêt à aider les autres. Respectueux, justement. Fait que les gens ne voyaient pas ce côté-là de moi. Ils se disent, non, ce gars, il peut jamais être violent. Mais avec l'alter ego, on est capable. On est capable, justement, de se d'aller détacher. Chercher. C'est ça. Tu te dis, OK, je suis The Nightmare quand je suis dans le ring. Aussitôt que je sors du ring, c'est Joseph qui sort. The Nightmare, il reste dans le ring. Fait que c'est super intéressant. Ouais. On l'entend de plus en plus que l'aspect mental est important, Ouais. que bon, l'aspect technique c'est important, Ouais. l'aspect physique, d'être en bonne forme, d'avoir un bon cardio, mais l'aspect mental aussi est important. Ouais. Quelle importance toi t'accorderais, disons, dans l'ensemble, de dire, ben, l'aspect mental, comment important que c'est, disons, dans les sports de combat? Moi, je dirais l'aspect mental premièrement, parce que le mental dépasse le physique. C'est ton corps va lâcher bien avant que ton cerveau, ou du moins, ou je vais dire non, ton cerveau va te lâcher avant que ton corps ne te lâche. Je pense que quand tes muscles commencent à être fatigués, ils envoient des messages à ton cerveau pour te dire tu commences à être fatigué, il faudrait que tu arrêtes. Mais si tu es capable de changer le message de ton cerveau et te dire non, je pense que les muscles qui sont pas encore fatigués, ils sont capables d'aller plus longtemps que ça. Là, ça change la game. Donc, si tu as cette force mentale-là, tu vas te surpasser. Tu vas te surpasser. Tu vas réaliser des choses. Oui. Tu vas même te surprendre toi-même. Oui. Je prends toujours l'analogie avec faire du jogging. C'est quand tu commences à faire du jogging, tu cours. Tes 5 premières minutes, après tu commences à te dire, ouf, je suis essoufflé là. Je pense que je pourrais marcher peut-être. Je pense que j'ai beaucoup couru, il faut que je marche un peu. Mais moi, des fois, je me dis, non, cours 10 minutes, puis après, tu vas marcher. Quand je cours 10 minutes, après, je me dis, bon, ok, cours 15... encore capable. Oui, cours 15 minutes, après, tu vas pouvoir marcher. Okay. Puis à chaque fois que tu vois que tu es capable de pousser ton corps à aller toujours au-delà. Est-ce que, des fois, je dis, on triche notre cerveau? T'as pas le choix. C'est un peu ça, on triche. Georges Saint-Pierre l'a dit, fake it until you make it. C'est même avant un combat, tu sais, tu as peur de ton adversaire, tu dis peut-être que tu vas perdre. Dis-toi que tu es le meilleur. Dis-toi que tu t'es entraîné mieux que lui, tes coéquipiers sont mieux que lui, ton entraîneur est mieux que lui. Aussitôt que tu es capable de te convaincre dans ta tête que tu es mieux que l'autre, ben là, c'est sûr que tu vas performer en tant que champion. Super. On est dans le sport amateur. Oui. Ce qui veut dire que financièrement, on ne peut pas gagner notre vie avec ça. À l'inverse, les amateurs, c'est très difficile parce qu'on doit s'entraîner, mais on doit travailler. Puis, dans ton cas, tu as une petite famille. Ouais. Donc, comment tu arrives, dans le fond, à garder l'équilibre puis à trouver les sous pour pouvoir continuer de faire ce que tu fais? Je suis content que tu as soulevé ce côté-là parce que c'est la difficulté de beaucoup d'amateurs, beaucoup de pratiquants sportifs amateurs, les finances. Moi, dans mon cas, avant que je commence, je travaillais au casino. J'étais manager au casino, je travaillais, puis il fallait que je payais moi-même mon gym. Je m'entraînais dans 2 places. Fait que, vu que je faisais du MMA, je m'entraînais au Victory Jiu-Jitsu, puis je m'entraînais au kickboxing. Fait que j'avais 2 gyms à payer. Il faut que tu payes la salle, mettons, dans un autre gym pour du conditionnement physique. C'est toutes ces charges-là, hormis les charges personnelles, familiales, c'est ta femme, tes enfants, ton loyer, puis tout ça, les charges que tout le monde a. C'est vraiment très très compliqué.
Puis il n'y a pas vraiment des subventions, on va dire, que tu peux aller chercher, admettons, pour certains clubs pour aller chercher pour aider les athlètes pour se développer. C'est... Donc, comment toi, t'arrives... Là, on parle ton prochain combat, Abu Dhabi, tu sais. Ouais. C'est pas la porte à côté, là. Ouais. Tu sais, comment t'arrives à... Tu sais, je comprends que tu vas contribuer personnellement au maximum, mais comment t'arrives à pouvoir faire en sorte que c'est possible? Parce que c'est pas tout le monde, là, qui peut... là, t'arrives de Montréal, Ouais. mais tu sais, j'ai vu que tu t'avais été entraîné à Québec. Pour performer à ces niveaux-là, tu sais, ça demande beaucoup de déplacements, etc. Ouais. Comment tu y arrives, disons? OK. Fait que, par exemple, je vais dire, l'année passée, quand je suis allé au Chili, j'avais fait une levée de fonds. J'avais sorti un GoFundMe. Fait que j'ai beaucoup d'amis, puis des gens de la région qui ont aidé, qui ont contribué dans mon GoFundMe. J'ai eu quand même l'aide de certaines entreprises locales qui m'ont aidé. Donc la communauté. La communauté m'a soutenu dans ce côté-là. C'est quelque chose que je remercie beaucoup. Puis c'est vraiment apprécié lorsque la communauté est capable d'embarquer dans des choses comme ça pour pouvoir permettre à des athlètes locaux de continuer de performer dans des places pareilles. Par exemple, je m'en vais à Abu Dhabi. Là, j'ai une fois de plus créé un GoFundMe pour que les gens puissent contribuer, pour pouvoir aider à ça. Aujourd'hui, j'ai eu un client qui est venu au restaurant puis qui a contribué pour ma cagnotte. C'était vraiment très, très apprécié. J'ai ça, puis ma femme et moi, on a créé... on va aller essayer de voir des entreprises pour des sponsors. Fait n'importe quelle entreprise qui est capable de donner un coup de main. Mais juste d'aller dans une compétition internationale, pour quelqu'un de notre région, c'est quand même un gros accomplissement. Ouais. Fait que s'il y a des gens qui veulent contribuer, disons, des entreprises qui veulent te faire un don ou des gens de la communauté qui veulent faire un petit don, peu importe, comment on fait pour avoir... C'est quoi le GoFundMe? Ou on voit juste Joseph Nabong sur le GoFundMe? Ou... Fait que c'est un GoFundMe, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Okay. Sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram de Nightmare Nabong, ou ça c'est ma page Facebook de Nightmare Nabong, ou bien Ralph Nabong sur Instagram. Je vais continuer de faire des vidéos, des campagnes de financement pour pouvoir aider à cette aventure. Je mettrai le lien. Ça fait que peut-être les gens pourront, si le cœur leur en dit, de te supporter dans ton aventure. Ça fera très, très plaisir. Parle-nous de ça, ces mondiaux-là. J'ai vu un reportage que tu as fait récemment, puis tu disais, tu sais, comme au hockey, on a des dépisteurs qui viennent. Tu as dit, il y a beaucoup de gens qui vont être là, qui vont regarder. Qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi, peu importe le résultat, là, tu sais, là, d'être présent aux mondiaux et puis de combattre là, puis que il y a peut-être des gens qui te voient combattre. Qu'est-ce que ça peut t'apporter pour la suite des choses, disons? L'avantage, justement, dans des grosses compétitions comme les mondiaux, en plus à Abu Dhabi, c'est devenu une très, très grande plateforme des arts martiaux. Depuis que l'UFC fait beaucoup de va-et-vient là-bas. L'UFC a beaucoup de galas qu'ils ont organisés à Abu Dhabi. Abu Dhabi aussi host beaucoup d'autres événements, des galas de boxe, des galas de karaté, kickboxing comme nous autres. Il y a vraiment beaucoup d'événements qui se passent à Abu Dhabi pour essayer d'attirer le tourisme et tout ça. C'est une très grande plateforme. Justement, compétir au championnat du monde, ça te permet d'être justement devant les yeux de toute cette personne-là qui organise tous ces gros galas. C'est dans ces petites compétitions qu'ils viennent voir justement des talents, des pépites. Fait que je me dis, compétitionner là, ça me rapproche un peu plus de mon but. Puis aussi, si je pourrais trouver des contacts, faire des connexions avec
des gens d'autres pays ou des gens qui sont à Abu Dhabi, c'est tellement qui Est-ce que tu pourrais avoir des sponsors, par exemple? C'est possible d'avoir des sponsors, dépendamment de ta performance ou bien comment vaillant que tu es d'aller les chercher aussi. Ouais, je pense que c'est un très grand atout aller là. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ton cheminement dans très peu de temps. Je te souhaite la meilleure des chances Ça fait le aux mondiaux. À chaque podcast, je fais signer mes invités. Oh, nice. Puis de voir un petit peu là, au fur et à mesure qu'on avance dans les podcasts, qui s'est présenté. Donc, je vais te donner la chance aussi de mettre ta patte de mouche. Donc, je te laisse ça. Let's go. Avec. Parfait. Et là, je mets comme mon numéro 3, c'est ça? Tu peux mettre numéro 3 avec ta signature. OK. Super. Puis, à chaque invité, je donne aussi un chandail avec un logo Next Level qui est spécialement conçu pour l'invité. Donc, j'aimerais te remettre ton chandail qui officialise ton passage au podcast. Yes, sir. Hey, checkez-moi ça, les gars. Hey. Hey. Super. Super. Hey, ben merci. Super. Merci. Puis écoute, j'aimerais peut-être finir avec une dernière chose. Oui. J'ai entendu dans un de tes podcasts, tu sais que tu disais quelque chose comme je veux montrer aux jeunes que tout est possible. Tu sais, fait qu'est-ce que tu aimerais, toi, laisser à la communauté ou laisser aux jeunes athlètes de ton exemple, de ce que toi, tu as accompli? Qu'est-ce que tu aimerais léguer ou partager par rapport à ça à d'autres athlètes? J'ai vécu une situation, c'est pas une situation négative. C'était pendant, ils appellent ça, c'était un salon sportif. Puis on avait été là, on avait eu un kiosque, le Edmondson Kickboxing. Puis c'est ça, on avait installé toutes nos affaires, puis on était là, puis on recevait plein de personnes de la communauté qui venaient. Chacun choisit c'est quoi le sport qu'il voulait pour ses enfants. Fait que là, il y a un jeune qui arrive, il voit toutes les ceintures en avant, puis il regarde. Puis là, il pose la question, t'as gagné ça où? J'ai dit, c'était le championnat national du Canada, puis j'ai gagné. Puis il dit, puis tu viens d'Edmundston? J'ai dit, ouais, je viens d'Edmundston. Il dit, puis t'as gagné ça? J'ai dit, ouais. Je lui dis, ça dérange pas de où ce que tu viens. On peut venir d'Edmundston, une petite ville qu'on connaît, puis on peut être champion du Canada. Je voyais en lui l'exploit, parce qu'il se disait, je pense pas que quelqu'un d'Edmundston peut être champion du Canada. On est oublié, on est loin dans notre petite ville. Qui est-ce qui nous connaît? On va parler des champions du Canada, on va parler des gens de Montréal, Toronto, c'est les grandes villes, parce qu'on se dit que c'est là-bas que tout se passe. Mais j'étais vraiment content que ça lui a donné comme une lueur d'espoir de se dire, je suis à Edmundston, puis je suis capable de pouvoir réaliser des grandes choses aussi. Fait que je pense que c'est ce mindset-là que je veux léguer aux jeunes. Peu importe d'où tu viens, tu es capable de faire des choses incroyables. Puis j'aimerais que la jeunesse suive le chemin. Joseph Nabong, merci. Merci beaucoup. On te souhaite la meilleure des chances, on va te suivre. Merci beaucoup, Claude, ça fait plaisir.